Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci d'être fidèles à Sport en France. La grande question du jour, le MMA. Le MMA sera-t-il le sport numéro 1 de demain? Va-t-il réussir sa mutation? Alors, je vous préviens tout de suite, on va faire très simple, on va faire pédagogique. Le sujet est tellement large, on va faire un peu comme à l'école. L'histoire, comment on est arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis en troisième partie, ce sera demain. Le MMA sera-t-il le sport numéro 1? Avec nous, du lourd, Sébastien Love est avec nous, The Voice, la voix du MMA en France, le speaker de toutes les grandes manifestations, c'est un champion d'Europe de pancrace. À ma gauche, Lionel Brézéfin est avec nous. Lionel, vous êtes responsable de la structuration du MMA auprès de la Fédération française de boxe. On y reviendra tout à l'heure dans l'histoire, puisque c'est la Fédération française de boxe qui a pris en main l'avenir du MMA pour qu'il y ait une structure fédérale, en quelque sorte, on verra. Et puis Willy Sirop est avec nous, ancien champion, fondateur de l'AEF Championship. Willy, vous êtes en visio avec nous et on vous remercie d'être avec nous. On verra d'ailleurs, on parlera de l'AEF Championship, ça en dit déjà pas mal. On fera un petit parallèle avec la boxe, peut-être WBC, WBA. On va voir justement si c'est peut-être ça qu'il va falloir gérer pour l'avenir du MMA, une lisibilité en quelque sorte qui manque parfois à quelques sports. On a plein de choses à se dire. Moi, je ne vais pas dire grand-chose parce que, honnêtement, je ne suis pas le spécialiste mondial du MMA. Je suis évidemment intéressé par le phénomène. Je regarde, j'essaie de comprendre. Mais vous allez nous éclairer, vous allez m'éclairer. Puis généralement, ceux qui sont de l'autre côté du poste, ils sont un peu comme moi. Ils aiment bien qu'on fasse de la pédagogie parce que les gens ne savent pas toujours tout sur tout. On va commencer par le MMA, Mixed Martial Arts. Déjà, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent plus du tout de ce que ça veut dire. C'est une discipline qui regroupe plein de disciplines. La lutte, le jiu-jitsu, la boxe pied-point, et ça descend directement du pancrace, donc. Alors, discipline dont vous avez été champion d'Europe, Sébastien, en 99. Racontez-moi un peu la jeunesse, justement. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, pancrace? Est-ce que c'est l'Antiquité? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Racontez-moi. Alors oui, c'est l'Antiquité, le pancrace à l'époque, les combats de gladiateurs. Après, c'est un résumé un peu simple. Nous, dans le milieu, les arts martiaux mixtes, c'est juste un mélange, comme vous l'avez dit, de différents sports de combat et arts martiaux. Et voilà, on fait une petite salade et puis on rentre dans une cage ou sur un ring et voilà, et on combat, voilà, en mélangeant. À l'époque, je me souviens que moi, par exemple, pour la demi-finale du championnat d'Europe, j'ai rencontré un champion d'Europe de judo. Qui n'avait pas du tout de boxe. Moi, je viens de la boxe thaï, donc j'avais pas une grande expérience du sol. On construisait, c'est l'époque où vraiment le MMA, enfin le MMA, on l'appelait pas MMA à l'époque, on l'appelait free fight. Il y a eu tellement d'appellations. Mais voilà, donc on venait d'horizons différents. Et on était content de se mesurer à d'autres sports de combat ou arts martiaux. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aime bien l'humain dans toutes les histoires. Est-ce qu'à l'époque, il y avait une sorte de confrérie? Vous aviez l'impression de créer quelque chose ou est-ce qu'il y avait, au contraire, une sorte de rivalité très forte entre le judoka, le jiu-jitsu, la boxe? On avait envie de prouver que, par exemple, moi qui venais du Muay Thai, j'avais envie de me prouver et de prouver à ceux qui venaient nous voir combattre que mon art, c'est le plus fort. Parce que c'est une boxe dure, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que dans les sports de combat ou arts martiaux, il n'y a pas un art plus fort qu'un autre. Il faut piocher un peu partout, on s'inspire des autres. Mais le judoka, par exemple, il est capable de prendre des coups, il n'a pas de l'habitude. Alors là, je parle de mon expérience personnelle. Moi, la demi-finale contre le champion d'Europe, il n'avait absolument pas l'habitude de prendre des coups. Voilà. C'est une évidence. Par contre, lui, moi, j'avais pas l'habitude de l'attraper, qu'on me prenne et qu'on me balance. Voilà, donc, c'est ce qui était intéressant, c'est justement de confronter ces différents sports, ces différents arts, et de se mesurer à des gens où on n'a pas du tout la même approche des sports de combat. Alors, création de l'UFC aux États-Unis, il y a une date qui est mythique pour le MMA, c'est le 12 novembre 1993, pour la première fois dans une cage, un octogone, pensé par un dénommé Campbell McLaren, et c'est le premier combat, et là tout de suite des grosses critiques sur la violence de ce sport, sur le fait qu'on frappe à terre, etc. Donc Lionel Brézéfin, vous êtes déjà dans le coup, dans le milieu, vous voyez grandir cette discipline, avec une particularité, c'est qu'elle est interdite d'être pratiquée en France. Alors ça c'est quand même un truc, quand on y repense, on a quand même du mal à... Comment vous vivez ça alors ? En fait, la discipline, ce qui était interdit, c'était la compétition. Mais il était possible de s'entraîner et on avait déjà différents clubs, dont le club de Sébastien et d'autres clubs en France. Et il y avait une équipe même de Français
qui comme ça voyageait à travers l'Europe et le monde, qu'on appelait la French Connection à l'époque. Donc la French Connection, elle allait dans le monde entier pratiquer une discipline qui était interdite en France. Exactement. Et on s'est allé même jusqu'à la création d'une équipe de France amateur qui a représenté la France au premier championnat du monde amateur organisé par l'IMAF, où on est allé chercher aussi des titres de champion du monde, alors que la discipline, la pratique compétitive, était interdite en France. Alors Sébastien, fin des années 90, il y a même des clubs en France qui commencent à ouvrir. On a eu des compétitions comme l'hybride Pancras, mais d'un seul coup, les autorités disent stop, c'est ça, non ? En fait, ce n'était pas reconnu en France, c'était illégal. Comme l'a dit justement Lionel, il n'y avait pas de compétition. La chose incroyable, c'est que moi, j'ai été champion d'Europe, donc je suis français, mais pour pouvoir combattre, il a fallu que je prenne une licence hollandaise pour aller combattre en Belgique. Voilà, parce qu'en France, ce n'était pas reconnu. Donc, mais on s'entraînait, il y avait des clubs. À l'époque, moi, quand je suis arrivé en France, j'habitais en Italie, où je boxais en Muay Thai, j'ai été au Cajun Club, qui, avec M. Loïc Porra, Lionel fait partie des tout premiers aussi, des pionniers du MMA en France. Mais voilà, c'était ce paradoxe de dire on peut s'entraîner, mais on n'a pas le droit de faire de compétition en France. Il faut qu'on s'exporte, qu'on représente la France, alors que nous, on a de très grands champions, on avait d'immenses combattants. Mais on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit, tout simplement. Alors, Lionel, vous êtes entraîneur des équipes de France, vous l'avez rappelé, de MMA amateur. Vous disputez les championnats du monde, les championnats d'Europe, etc. Et puis, il y a un arrêté ministériel en 2016 qui interdit la diffusion et la pratique du MMA sur le sol français. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, c'est cuit, que tout va s'arrêter ? Non, à ce moment-là, on ne pense pas forcément que tout va s'arrêter, puisque mine de rien, le MMA restait assez confidentiel, c'est-à-dire qu'il y avait des structures, mais on n'était pas nombreux. Les sections comptaient une trentaine, quarantaine, cinquantaine de pratiquants tout au plus. Donc pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Alors Sébastien, à l'époque, il y a la médiatisation qui arrive, ça grandit, on a RMC, avec des restrictions très fortes. Comment ça s'organise tout ça ? On est obligé de tricher un peu ? Comment ça se passe ? Non, alors il y avait déjà même un peu avant, parce que moi je commentais sur RTL 9 à l'époque, qui a diffusé l'UFC. Ouais. Alors là, je crois que c'était vers 2011. De 2011 à 2015, on a eu de grosses organisations américaines et russes. On a eu le M1, on a eu le Bellator, enfin on a eu plein de... Et donc il y avait déjà cette diffusion, c'était regardé, RMC arrive... Mais le problème, c'est qu'on diffuse quoi ? On diffuse que des organisations étrangères. Ils ont diffusé, je crois, le 100% Fight. Ouais. Diffusé le 100% Fight, qui est une organisation française, de Pancras. C'était pas du MMA. D'accord. Quelle était la différence ? Comment... Le Pancras, il n'y avait pas de frappe au sol. D'accord. C'est ça qui choquait à l'époque. C'est ce qui choquait, et je pense que les gens étaient choqués par beaucoup de choses parce qu'ils ne connaissaient pas la discipline. Et ça a toujours été ce débat, des débats, c'est toujours ce qui revenait, c'était la cage, les frappes au sol. Ouais. Parce que les gens n'étaient pas éduqués, parce qu'on ne leur expliquait pas pourquoi la cage, pourquoi finalement frapper quelqu'un au sol, c'est pas plus violent, c'est même moins violent. C'est beaucoup moins violent qu'en boxe anglaise où on frappe quelqu'un debout. J'ai dit très humblement au début de l'émission que je connaissais rien au MMA. En revanche, je revendique d'être un spécialiste de boxe anglaise. Ouais. Et c'est vrai que moi, en tant que spécialiste de boxe anglaise, qui ai vécu la grande époque, Ernst Hagler, etc., je peux vous dire que j'ai vite compris que en fait, le coup le plus violent, le coup il est debout. C'est le crochet du droit, le crochet du gauche, tu percutes, alors que le coup par terre, évidemment. Mais on comprend quand même que dans la culture, et vous le compreniez, je pense, il fallait faire passer le message. C'est ça, il fallait éduquer les gens, leur expliquer que non, je vous assure que frapper quelqu'un au sol, c'est moins violent que quelqu'un... Mais c'est très dur à faire rentrer dans une tête, parce que les gens, ils disent, mais non, dans une cage, frapper quelqu'un au sol, c'est pas les valeurs martiales. Exactement. Alors que, si, c'est juste que c'était très dur. Et c'est encore très dur. Même maintenant, c'est légalisé. C'est encore compliqué de dire aux gens, non, je vous assure que c'est très codifié, qu'il y a un respect mutuel, que oui, les frappes au sol, visuellement, ça peut choquer, ça je peux le comprendre. Ouais. Mais laissez-nous vous expliquer. Laissez-nous au moins vous expliquer. Et même encore maintenant, c'est compliqué. Alors imaginez à l'époque. Willy Sirop est avec nous, fondateur de l'AOF Championship. Alors Willy, on est là dans les années 2010, à la fin des années 2010. C'est l'époque où vous devenez notamment championnat du monde de Jiu-Jitsu à Abu Dhabi. Et déjà, dans le coin de votre tête, vous vous dites, ce MMA, cet UFC, là, potentiellement, il y a une aventure d'entrepreneur à monter. C'est ce qui se passe ?
Non, ouais, moi c'est vrai qu'à à l'époque, moi je suis compétiteur des sports du jiu-jitsu brésilien, donc une des parties des branches du MMA. Moi à l'époque, j'avais pas cette fibre encore de développer cette ligue. Moi j'étais vraiment sur ma fibre jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment mes élèves qui partaient du coup dans d'autres clubs pour faire de la boxe anglaise et pour pratiquer du coup à l'époque c'était le pancrace et moi en fait c'est plus mes élèves qui m'ont initié et qui m'ont fait découvrir cette discipline. Je les avais accompagnés dans un événement sur Valence et en fait j'avais kiffé l'ambiance, j'avais kiffé ce mix qui rassemble vraiment tous les sports, la lutte, les sports de percussion et mon sport moi de prédilection, le sol, donc les soumissions. Et en fait c'est vraiment mes élèves qui m'ont fait kiffer et je leur avais dit les gars, dès qu'on rentre chez nous en Bretagne, je vous monte une tribune et en fait c'est comme ça qu'est venue l'aventure AEF. On en reparlera tout à l'heure de ces grosses organisations qui ont suivi. Alors la légalisation arrive, hein, on fait un peu d'historique. Alors comment ça se passe d'abord? Le fait que la Fédération française de boxe soit choisie pour encadrer tout ça? En 2018, le ministère des Sports, avec Roxana Maracineanu, lance un AMI, donc ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. En fait, c'est comme un appel d'offres. D'accord. Et donc, toutes les fédérations, différentes fédérations peuvent y répondre. Donc le judo va y répondre, la fédération de karaté, la fédération de kickboxing, de muay thai, la savate boxe française et la fédération de boxe. De fait, on propose, nous, un... Vous êtes déjà à la fédé de boxe? Oui, moi j'arrive en 2018. Et en fait, j'étais avec le directeur technique national de l'époque et à l'aéroport de Toulouse, il m'a dit « ça vient de tomber, tu peux t'en occuper ». Donc moi j'étais content. Et donc effectivement, on a rédigé un plan et une feuille de route en 17 chapitres. Et ensuite, ça a été donc arbitré par le ministère des Sports. Il y a eu une audience et donc toutes les fédérations ont été reçues. Donc au sein de cette audience, il y avait différents membres du ministère, il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait tout un cadre qui nous a challengé sur différents aspects. Et à l'issue de ça, il y a une délibération et c'est le projet boxe qui a été retenu et c'est celui qui est toujours en cours en ce moment et la feuille de route est toujours suivie. Alors, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, donc l'époque, elle légalise donc la pratique. On est en 2020, alors c'est pas la meilleure période, hein, puisque Covid & Co. Et là, c'est un petit peu difficile de se faire une place. C'est difficile. Je me souviens du premier événement qui a été organisé. C'était un MMA Grand Prix à l'époque, une organisation qui a très bien marché. Et il y a eu quelques petits déboires dans cette première orga où il y a eu des problèmes d'installation de cage. C'est la première, la première voilà, compétition. On a les images du premier event là. Voilà, ouais, c'est donc et puis on sait que tous les projecteurs sont braqués sur cet événement, que va y avoir les pour. Il y aura plus de contre que de pour, parce qu'ils attendaient qu'une chose, c'est que ça se passe mal, qu'il y ait des débordements, et finalement l'événement se passe très bien, même s'il y a eu du retard, il y a eu quelques couacs. Mais je pense que cet événement a fait et a prouvé que, oui, on peut organiser quelque chose de qualité, et ça a lancé le MMA. Après, c'est un premier événement, donc forcément il y a eu des loupés, mais il y a eu aussi la réussite, et c'est ce qui a fait que, voilà. C'est le public qui a choisi finalement. Oui, le public était présent, mais encore une fois, hein, c'était une minorité. Hein. Nous, on a l'impression que tout le monde aime le MMA parce qu'on vit dans notre bulle. On est tous, on est un petit milieu. Alors j'aime beaucoup que vous disiez ça. J'aime beaucoup que vous disiez ça parce que les gens qui nous écoutent, je suis sûr, découvrent beaucoup de choses. Et vous êtes dans votre bulle, un énorme succès, il faut le dire. Mais le très grand public aujourd'hui, il faut encore aller le gagner. Vous êtes d'accord? Ah mais bien sûr. Ah bien sûr, on a l'impression, là, j'ai fait un gala ce week-end, que les gens c'est super, ils adorent, il y avait 2000 personnes, mais c'est que 2000 personnes. Quand on sort et qu'on parle à des gens qui ne connaissent pas le MMA, on passe encore, en 2024, on passe encore pour excusez-moi le terme, des sauvages. Voilà, donc c'est pas gagné encore. Il y a encore un énorme travail à faire. Oui, mais votre lucidité me rend optimiste sur le fait que... Non, parce que quand on est conscient du phénomène... Ah non, mais c'est ce qui va nous faire avancer. C'est qu'on en est conscient, on travaille pour, et la Fédé fait un travail énorme là-dessus, de pédagogie, d'éducation. Et force est de constater que les zéniths se remplissent, les arénas se remplissent, ce qui veut dire qu'il y a des fois un public qui vient... Et j'en ai parlé en off, là, il n'y avait pas trop d'ambiance à Amiens il y a 2 semaines, parce que c'est un public qui n'était pas MMA,
ils venaient découvrir. D'accord. Même si l'ambiance n'était pas là, à la fin du gala, tout le monde était ravi. Et les gens ont dit « Waouh, ah c'est donc ça !» Mais c'est super en fait. Donc voilà, parce qu'il y a ce travail qui est fait et qui continue d'être fait, et il faut continuer à le faire. Alors Lionel, structuration du MMA en France, ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les pistes de travail pour justement aller à la rencontre du grand public et surtout proposer des spectacles et des structures et des types de compétitions, des types de titres pour que les gens s'y retrouvent? Pardon, mais vous avez du boulot, Lionel. Il y a un peu de travail, en effet. La structuration du MMA, c'est d'abord 3 axes. Le premier axe, c'est le développement. C'est de quelle manière on accompagne les clubs et les structures, de quelle manière on fait vivre les territoires en recensant, en animant. Combien de licenciés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 licenciés. Et par rapport à la boxe? La boxe, c'est 60 000. Voilà. Mais on a une particularité dans ces sports-là, c'est qu'on ne licencie que les compétiteurs, généralement. D'accord. C'est pas comme au judo, au karaté, dans certains sports traditionnels, même au foot, au cyclisme, où on est systématiquement licencié. Dans les sports de contact, on ne licencie que les compétiteurs. Donc, alors en pratiquant, ça fait combien? En pratiquant, on n'a jamais su. C'est-à-dire que les chiffres oscillent entre effectivement 60 000 et 100 000 pratiquants. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas un recensement fiable. D'accord. Le deuxième axe, c'est, outre le développement, c'est la formation. Donc, c'est former des encadrants, former des officiels, mais aussi former les pratiquants. Donc, la fédération a mis en place des grades techniques. On a une progression, on a une pédagogie du MMA. Il y a des âges pour acquérir différentes techniques. Et le dernier axe, c'est celui qui est le plus visible, c'est la compétition, avec justement des compétitions fédérales, des compétitions pour les moins de 18 et des compétitions après organisées par des ligues privées, qu'elles soient nationales ou internationales. C'est là qu'on va donner la parole à Willy. Vous allez essayer de m'expliquer, puisque vous organisez désormais des événements. Vous avez fait votre premier événement à Villejean le 24 septembre 2022. Alors, expliquez-moi comment on crée une organisation et surtout comment ces organisations s'inscrivent dans le développement global du MMA par rapport aux épreuves fédérales, etc. On a un exemple, Tour de France. Le Tour de France, c'est un organisme privé, alors que la Fédération française de cyclisme ou la Fédération internationale n'intervient pas du tout dans cet événement. C'est une exception qu'on pourrait retrouver au MMA. Willy, racontez-nous tout. D'abord, votre expérience personnelle, et puis, plus globalement, si vous le voulez bien, l'organisation. Comment vous voyez, vous, l'évolution des organisations de différents événements, des différents titres, etc. Vous avez 20 minutes. Non, je plaisante. Ouais, 20 minutes. Comme vous l'avez bien dit, nous, on a démarré en 2022 avec une organisation amateur. En fait, dès la première édition, moi, j'ai démarré à Villejean, dans la maison de quartier, avec une petite salle, 240 personnes. Et il faut savoir, dès qu'on avait lancé la billetterie, tellement que l'engouement du MMA était fort, 3 semaines ou 2 semaines au lancement de la billetterie, il n'y avait déjà plus de place. Et donc là, on s'est aperçu, donc c'était vraiment un signal très 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 fort. Et ensuite, nous, directement, on s'est projeté sur plusieurs dates. Et nous, en tant que ligue privée, en fait, vraiment l'ADN de l'organisation, on est sur l'élite de l'amateur. Et donc le parallèle avec la fédération, nous, on va rechercher et repérer vraiment toutes les pépites qui sont sur le circuit de la fédération dans les MMA League. Et donc c'est vraiment ces pépites-là en fait qu'on va découvrir sur les étapes de la MMA League, donc les champions, les vice-champions de la MMA League, que nous, on va pouvoir les recruter et directement les ramener et leur proposer une tribune sur notre tribune privée. Et si vous voulez, on a démarré en 2022 avec la Ligue amateur, et tellement que ça a pris, tellement que du coup maintenant, en fait, si vous voulez, les amateurs on a dû les accompagner sur le développement professionnel. Donc là, on a lancé, maintenant c'est AEC, Arena Elite Championship. Donc maintenant, on est une ligue professionnelle, et tout ça, c'est vraiment grâce à l'évolution vraiment fulgurante du MMA, et c'est grâce aussi, je pense, avec la fédération, avec qui on s'appuie, parce que la fédération, ils font aussi un travail vraiment très très remarquable avec toutes ces étapes de MMA League. Ensuite, il y a vraiment l'étape des championnats de France. Donc, ils constituent l'équipe de France, et il y a vraiment aussi une très très grosse
vraiment une très très grosse soutien sur l'équipe de France parce qu'ils vont nous représenter nous et tous ces championnats en fait qui vont nous ramener des titres mondiaux, des titres européens et du coup pareil on les récupère encore sur notre scène privée et si vous voulez vraiment ces athlètes là en fait c'est vraiment du storytelling que l'on suit depuis l'amateur. Et c'est vraiment ces athlètes-là, si vous voulez, il y a vraiment toute une histoire que l'on crée de l'amateur jusqu'au monde professionnel, jusqu'à que on nous dit souvent que maintenant les amateurs, si vous voulez, ils ont presque plus de hype que les combattants professionnels, parce que je pense qu'il y a vraiment un engouement et un travail qui est vraiment très 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 fort sur le côté de l'amateur et donc c'est ça en fait, c'est vraiment une progression très 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 fulgurante. Je vous avais dit 20 minutes, c'était pour rigoler. Non, je rigole. Alors Lionel, il fait de la diplomatie, Willy Sirop, là, en disant que c'est formidable cette complémentarité entre la fédération qui fait les champions de France, les champions du monde, et derrière ces organisations qui mettent en avant ces champions? Non, je ne pense pas que ce soit de la diplomatie, c'est vraiment au cœur du projet MMA et c'est aussi agréable pour la fédération de s'appuyer sur des organisations qui comprennent justement ce dispositif et qui adhèrent à ce dispositif et qui nous font des retours. Le MMA, comme vous l'avez mentionné, c'est des ligues fermées. Donc ça veut dire que le Bellator est une ligue fermée, l'Ares qui est français est fermé, l'Hexagone aussi. C'est-à-dire que les combattants qui combattent à l'Ares ne combattent qu'à l'Ares. D'accord. Ils ont des contrats fermés. Ils ne peuvent pas. C'est comme la NBA par exemple, c'est la même chose, c'est des contrats fermés. La fédération. Donc le champion d'une organisation ne peut pas défier le champion d'une autre. À moins de faire des choses un peu extraordinaires, mais sinon c'est pas possible. Là, il y a une organisation qui s'appelle le PFL, et le PFL a racheté une autre ligue qui est le Bellator. Du coup, tout le monde est en train de se dire peut-être qu'on va avoir un crossover, on va avoir un croisement, et peut-être que le champion du PFL va rencontrer le champion du Bellator, parce que quelque part, c'est les mêmes gens, les mêmes propriétaires. D'accord. Et donc, la fédération n'organise pas le championnat, comme c'est le cas en foot, chez les pros, ou au rugby. Là, c'est pas comme ça, en fait. Il y a autant de ligues que de championnats. D'accord. Donc, il était préférable que l'on prenne la main vraiment sur le circuit amateur, qu'on monte un circuit amateur de A à Z, où les combats, c'est pareil, on est aussi un des rares sports où on choisit son adversaire. Au judo, on ne choisit pas. C'est des poules et c'est des tirages au sort. Au karaté, on ne choisit pas. En boxe, en kickboxing, en muay thai, en MMA, on choisit. Donc ça peut donner lieu parfois à des parcours qui sont un peu aménagés. La MMA League, qui est le tournoi amateur, c'est des poules, on a 120 participants par exemple, c'est des poules de 120 et puis on va rencontrer comme ça au hasard. Effectivement, les championnats de France, c'est les 8 meilleurs de chaque catégorie. On essaye d'éviter les travers de la boxe parfois aussi où on construit on ne va pas s'attarder trop là-dessus. Et c'est pour ça que ça crée des compétiteurs de qualité qui peuvent ensuite évoluer sur les ligues privées. Sébastien, parlez-moi du 17 mai 2024, 6e événement AEF, un gala au Roazhon Park de Rennes, donc c'est le premier événement dans un stade. Vous étiez évidemment le speaker. Ouais. Racontez-moi tout ça. Incroyable. Alors en plus moi qui suis passionné de foot, alors pas de Rennes, hein. Mais moi qui suis passionné de foot, quand Willy m'a dit écoute Seb, le prochain événement on le fait au Roazhon Park, j'ai dit mais Roazhon Park, on va remplir le Roazhon Park. Non, il y aura, on va couper le stade. Mais même ça, je dis waouh, c'est quand même, parce que si je me trompe pas, Willy, on était à peu près 10 000, hein. C'est ça, ouais, 9500. 9500, je dis, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Moi, je l'avais dit à Willy, j'ai douté, je me suis dit, non, il n'y aura pas autant, c'est pas possible. Parce que le MMA, même si on est capable de remplir une arena à 4000, à 4005, déjà 4000, c'est très bien. Hein. Petite parenthèse, est-ce que la Bretagne est une terre de MMA je dirais que la France est une terre de MMA, est une terre de combattants, mais c'est vrai qu'il y a des régions où c'est compliqué. Mais là, avec le boulot qu'a fait Willy depuis un petit moment sur la Bretagne, ça devient une institution, l'AEC maintenant, anciennement AEF. Donc, mais j'ai quand même douté, je dis, ça va être compliqué. Et en fait, non, parce qu'il y a déjà l'endroit fait que on a envie d'y être. Donc les gens se sont dit, il faut qu'on y soit. C'est le premier événement dans un stade de foot, il faut qu'on y soit. Et c'était blindé, c'était incroyable, une ambiance, des combats de qualité, l'organisation au top, il y avait tout. Pour que ça soit médiatisé et enfin que ça commence. Vous voyez, ça se fait dans un stade de foot. Les gens sont éduqués, il n'y a pas de débordement, les combats sont beaux. Le MMA a sa place en France. Donc ça fait partie des
des dates importantes à retenir pour le MMA, effectivement. Et encore bravo à Willy. Hein. J'ai la chance de bosser avec lui maintenant depuis un bon moment. Et voilà, moi j'ai vu l'ascension, j'ai vu la progression d'une ligue privée comme celle de Willy, où ça a commencé par des galas amateurs, et plus ça allait, et j'arrêtais pas de lui dire, là t'as pris un autre level, là il y en a un autre, là, le Roazhon Park c'était... Voilà. Donc je lui dis, maintenant Willy, Parc des Princes. Parlez-moi de la population. Parlez-moi de la population, parce que vous disiez, oui, des gens bien élevés, justement, ils perdent une caricature par rapport au sport de combat. Bon, quand on vous voit, on est rassuré. Mais non, c'est vrai. Je veux dire, quelle est la population qui fait du MMA aujourd'hui en France, hormis les grands champions qu'on connaît et qu'on citera tout à l'heure, comme Cyril Gane, Salah Parnasse, Benoît Saint-Denis, tous les champions. Quelle est la population de base ? Ça vient de tous les horizons. Alors après, les professionnels, on dit souvent qu'on ne devient pas boxeur par hasard. Que ce soit boxe anglaise, combattant, on ne devient pas. On a peut-être un passé qui nous fait aller vers la boxe. Les pros, je pense que c'est vrai. On ne devient pas boxeur par hasard. Mais un adhérent qui vient faire du MMA, c'est tout le monde. Ça va du chef d'entreprise aux jeunes, aux moins jeunes, aux fonctionnaires. Voilà. Il y a de tout. Et c'est ce qui fait la richesse du MMA, c'est qu'on peut pratiquer à tout âge, tout sexe, toute catégorie socio-professionnelle. Le monde professionnel, c'est autre chose. Comme d'ailleurs dans tous les sports, c'est pas propre au MMA. Mais en tant que pratiquant, en s'inscrivant dans un club, vraiment, il y a... Est-ce que la caricature de l'ascension sociale, de l'ascenseur possible, comme on l'a aujourd'hui dans les émissions de télé-réalité, est-ce qu'on retrouve ça un peu dans le MMA, de se dire, je vais sortir un peu de mon quartier, jeter l'exemple de champion qui a réussi? Est-ce que c'est un moteur? Je pense que c'est possible, comme dans n'importe quel autre sport, en fait. Aujourd'hui, à la différence d'il y a 20 ans, il est possible de gagner sa vie en faisant du MMA. Aujourd'hui, la particularité de la France, c'est qu'on n'a pas découvert le MMA en 2020. C'est-à-dire que le MMA, il n'est pas sorti de terre en 2020, c'est pas vrai. On avait 20 années déjà d'expertise, de connaissances. On a eu des très grands champions comme du côté de Cyril Diabaté, Sami Chiavo et tout. On avait déjà du monde. Et en 2020, on a juste ouvert les vannes pour pouvoir faire de la compétition en France. Donc il est aujourd'hui possible de pouvoir faire quelque chose dans le MMA et gagner sa vie, que ce soit en étant un officiel, en étant un entraîneur, ou alors même en étant un pratiquant aussi bien amateur que professionnel. Mais aujourd'hui, c'est possible. Alors aujourd'hui, pour qu'une discipline explose vraiment, il faut évidemment des champions. On parlait tout à l'heure, lorsque vous étiez patron des équipes de France, de Manon Fiorot notamment. Parlons un peu des filles. Elles poussent aussi ? Oui, on a une représentation féminine qui, pour un sport de contact, est très bonne, c'est assez significatif. Comme le disait Sébastien, on le voit dans les structures, on a plein de populations qui se croisent et effectivement, on a aussi une bonne marge de progression avec les féminines. Et le fait d'avoir Manon comme ça, qui soit aussi un étendard, pour nous, c'est une belle image et puis je pense que c'est aussi très inspirant. Première Française qui risque de combattre pour la ceinture UFC. Ouais. Je crois qu'on la voit d'ailleurs là en illustration. Les grandes organisations internationales posent leurs valises en France. Ouais. Est-ce que c'est révélateur aussi? Est-ce que c'est un danger pour les organisations françaises? Est-ce qu'elles vont tout phagocyter, tout manger? Alors moi je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va justement donner, ça va obliger les organisations françaises à faire encore mieux. On a de très très grosses organisations françaises qui sont très performantes, qui sont reconnues. Je cite les trois principales, il y a le COF, il y a l'ARES, il y a l'Hexagone. C'est vraiment trois entités qui font du très bon travail et il y en a des plus petites. Mais le PFL qui débarque à l'Accor Arena, ça écrase pas tout? En fait, c'est pas que ça écrase, c'est que ce sont les étrangers qui viennent, à l'instar de l'UFC qui vient à Paris, c'est incroyable. Mais c'est ça qui va faire que nous aussi, on est capable de faire comme ça. Bien sûr. On est capable de sortir une très grosse organisation. On est capable, je suis sûr, de s'exporter. Ça se fait sur certains... je crois que l'Hexagone l'a fait un peu en Europe. Le COF va le faire. L'ARES, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je ne crois pas, en Europe. Non. Voilà. Mais oui, ça va se faire. Donc... moi, je pense que c'est une très bonne chose. Question à Willy. Lorsque vous voyez arriver, justement, je parlais du PFL à l'Accor Arena, est-ce que vous, quand vous avez un super combattant dans votre organisation, vous n'avez pas peur justement que ces organisations internationales vous en privent?
Bah non, en fait, nous, c'est vraiment l'ADN de l'AEC. Nous, l'AEC, l'ADN, c'est vraiment le centre de formation des champions de demain. Donc, nous, on forme dès l'amateur, avec les débuts pro, nos champions, pour que ce soit un tremplin vers les top orgas mondiales, UFC, PFL, KSW. La preuve, le week-end dernier, on a eu 3 athlètes de l'AEC qui ont combattu au PFL, Patrick Abirora, Mathis Duragrin et Salvo. Et il faut voir, à l'époque, c'était impossible d'avoir des néo-pros aller dans les top ligues. C'était impossible, c'était impensable. Aujourd'hui, je pense avec le travail qui est fait, la mise en avant de ces amateurs, la hype qu'ils procurent, dès qu'ils démarrent pro, en fait, ces gens-là, ils sont déjà connus. Et on peut voir aussi, pour moi, en fait, si vous voulez, on est satisfait. Et pour nous, c'est un aboutissement du travail accompli. D'accord, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place, et Willy, alors j'ai volontairement, j'ai pas cité l'AEC dans les 3 orgas, parce que Willy a placé des combattants. Willy, l'AEF, il faut savoir que je pense que c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à beaucoup de combattants en France, parce que tous ces amateurs sont passés chez lui. Il a mis les amateurs en valeur comme personne. C'était le 2e ou le 3e, Willy, où c'était incroyable. Les amateurs venaient me voir. Le 2e. Le 2e, on a l'impression d'être des combattants professionnels. Il les a mis dans les meilleures conditions. Et ce qui est génial avec l'AEC, c'est que c'est une fabrique. Comme il dit là, il en a mis 3 au PFL. Il n'y avait pas Wako Zabo aussi au PFL ce week-end? Non, Wako Zabo, c'est ce week-end au KSW. Ah oui, c'est au KSW. Donc voilà, en plus à l'Arena, à la You Arena de Nanterre. Donc lui, c'est la fabrique à champions. Et il y a un moment où forcément, là, il y a 3 grosses orgas, l'AEC va arriver. Donc on va avoir en fait des grosses orgas françaises qui vont tenir la dragée haute aux orgas internationaux. Alors on est encore loin de l'UFC, parce que l'UFC, c'est d'autres moyens, c'est une autre culture, on ne peut pas se comparer à l'UFC. Mais avec les moyens qu'on a en France, on est capable de faire du très très bon. Et voilà, là on veut pour preuve Willy qui est avec nous. Il a commencé, comme il disait, dans une salle de 300 personnes, il finit au Roazhon Park. Ah si ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, mais c'est une étape. Il est passé par... et c'est ça qui est génial. Donc il y a une grosse marge de progression. Sébastien, est-ce que c'est pas trop tout ça? Trop d'organisation, trop de combats. Il y a le KOF avec Jérôme Le Banner qui arrive. Et alors ça nous amène donc à la deuxième partie de cette émission. L'avenir, est-ce que le MMA va être l'énorme succès, l'énorme ouragan qu'on attend? Où est-ce qu'il y a des dangers, justement? Trop de combats, trop de champions, manque de lisibilité. La question va aller à vous deux, d'ailleurs. Ouais, je suis partagé, on en parlait en off avec Lionel. J'ai envie d'y croire, vraiment, sincèrement, parce que la France, encore une fois, on est un pays de combattants. On a toujours eu des grands... Au sport de combat ou les arts martiaux, le judo, le karaté, le taekwondo, le muay thai, la boxe anglaise, et maintenant le MMA. Et on est à une époque... C'est un nouveau sport. Ce sont de nouvelles générations. C'est une génération, moi, que je ne comprends pas trop, mais force est de constater que ce sport devient un phénomène. Espérons que ce phénomène perdure, parce que c'est une nouvelle époque. J'ai envie d'y croire. J'ai un peu de réserve, parce qu'en France, on aime bien aussi... Wow, pendant 2 ans, on va en parler, ça va être le top du top, puis après, ça retombe comme un soufflet. Ça nous a fait le coup avec la boxe thaï, avec le tournoi des 50 000 $ à Bercy à l'époque. C'était génial. Pendant 2 ans, c'était le top. Et puis après, terminé. J'espère que non. Déjà pour les organisateurs, parce qu'ils mettent tout ce qu'ils ont voilà, pour faire du bien à ce sport. Maintenant, les Français, nous sommes versatiles. On aime bien, pendant 2 ans, on s'éclate, puis après, on passe à autre chose. Je reviens juste sur votre petite phrase, la génération que je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qu'elle a, cette génération de nouveaux combattants qui arrivent je parle pas des combattants. Non, je parle de l'époque. Globalement. Je parle de cette époque dans laquelle je me retrouve pas. Voilà, un peu Kleenex, un peu... Exactement. Voilà, c'est du jetable. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y croire. Que ce soit pour les combattants. La solution, elle est là, elle est dans le fédéral. Le fédéral doit être l'axe, doit être le gardien du temple. Mais heureusement qu'il est là, Lionel, parce que ancien combattant. Mais oui, je l'ai dit tout à l'heure. Que j'ai eu la chance de présenter en Allemagne, mon Lionel. C'est vrai. Moi, j'aimerais juste signaler une chose. Vous êtes des anciens combattants, tous les 3. Vous n'êtes absolument pas marqués.
Alors Lionel se maquille beaucoup. Chez tout ça. Willy aussi. Moi non, ça va. Non, c'est vrai, ça prouve quand même que c'est pas non plus un sport de... Alors, il faut reconnaître que, en tout cas, moi, à mon époque, en pancrace, le niveau était beaucoup moins élevé que maintenant. D'accord. En Muay Thai, c'est différent. Moi, j'ai combattu beaucoup plus en Muay Thai qu'en pancrace à l'époque. Mais il faut reconnaître que maintenant, en MMA, le niveau, il a fait ça. Est-ce que j'aurais eu la même carrière? J'ai l'honnêteté de dire je ne pense pas. Non, parce que je veux dire, la boxe anglaise, pour qui j'ai une passion sans limite, pardon, mais les champions sont souvent marqués. On marque beaucoup plus. Est-ce qu'on marque beaucoup plus en boxe anglaise quand même? En boxe anglaise, on va avoir 80 à 90% des coups ciblés sur la face, donc ciblés sur le visage. Donc forcément, on a une traumatologie qui est importante. On va avoir pour les pros des combats en 8, 10, 12 rounds. Donc 12 rounds de 3 minutes à 90% de percussion visage. Effectivement, ça laisse des traces. Même si la boxe olympique, dite boxe amateur, est un peu plus protégée, avec c'est pas vraiment le même matériel de percussion, mais ça reste invasif. Sur le MMA, on a une répartition des coups, on a les 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on a aussi la lutte, on a les projections, la lutte, et on a le travail au sol. Et rien que ça, déjà, ça fait qu'on a en fait une exposition à la percussion qui est moins importante, avec l'utilisation des jambes, qui elle aussi permet de... Combat moins long également. Voilà. Non, en fait, chez les amateurs, on est sur du 3 minutes. Ouais. Chez les professionnels, on bascule sur du 5 minutes. Donc, on est sur 3 reprises de 5 minutes. Et pour les moins long que la boxe anglaise, vous voulez dire. Mais moins long que la boxe anglaise, oui. Moi, je me souviens quand même, tout au début, quand je m'étais intéressé au phénomène, il y avait quand même un côté un peu gênant. C'était cette accumulation de combats où, pour être champion, il fallait combattre et on les voyait revenir et vas-y, que je t'en prends un autre, que je t'en prends un autre. Mais on l'a vécu en France avec les premiers galas de pancrace. Ouais. Ils faisaient 3 combats dans la soirée. Chose qu'on ne voit plus maintenant. Mais c'était énorme. Parce que 3 combats, c'était 3 rounds de 3 minutes, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ben, on peut faire 9 rounds dans une soirée. Et avec comme le dit justement Lionel, avec tout. On frappe avec les jambes, on frappe avec les poings, on va au sol, la lutte, la soumission. Donc ouais, c'était une autre époque. Ouais. Alors la fédération, quelles sont ses ambitions aujourd'hui justement pour essayer de garder la lisibilité, que ce ne soit pas un soufflet, comme disait Sébastien? Justement, pour qu'on puisse pérenniser comme ça cet engouement, déjà il faut se rappeler qu'on n'est qu'à la 5e année. C'est-à-dire voir ce qui a été fait en 5 ans et de quelle manière surtout le public français a réagi, de quelle manière les organisations se sont structurées, de quelle manière en fait le paysage a évolué. En 5 années, c'est quand même, je pense que c'est unique dans le sport français. Aujourd'hui, il y a 5 ans, on ne parlait pas beaucoup du MMA. Aujourd'hui, même Célio lance des collections UFC, les gens reconnaissent Cyril Gane dans la rue. Enfin, il y a quand même une grosse visibilité sur l'activité. L'encadrement fait aussi bien le sérieux des organisations et des organisateurs comme Willy que le COF ou l'Hexagone ou la RES qu'on a mentionné fait qu'on a aussi un encadrement sécuritaire qui est cohérent. Donc en fait, ça a été longtemps décrié, on a eu vraiment des craintes par rapport à ça et aujourd'hui, je pense que tout le monde est rassuré sur l'encadrement, y compris l'encadrement sanitaire et médical. Pour nous, là, ce qu'on voulait, c'était aussi réguler peut-être maintenant le calendrier compétitif, puisqu'aujourd'hui, ce sont les organisateurs qui choisissent les dates, et peut-être que ça crée une confusion, peut-être que parfois on a une surreprésentation, aussi bien dans les régions que dans le temps, et peut-être qu'il faudrait passer à de la régulation. Sébastien, on parlait tout à l'heure de cette génération nouvelle, différente, pas moins bien, pas mieux, mais qu'on a du mal à comprendre parfois, vous disiez. Il y a cette rapidité, cette volonté peut-être. Comment aujourd'hui on gère le passage amateur, professionnel? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des athlètes trop vite attirés par les prize money est-ce qu'il va falloir réguler ça? Comment ça se gère ça? Le réguler, ça après c'est aux organisateurs de faire en fonction. Moi je trouve que ça va très très vite, ça va trop vite. Mais encore une fois, maintenant quand on voit qu'un amateur peut prendre 15 000 € pour un combat, à mon époque, on avait un sandwich à la buvette. Ouais. Donc ça a changé, ce qui fait que ça peut fausser un petit peu un début de carrière, ça peut mettre de la poudre aux yeux à ces jeunes qui se disent je vais faire du MMA parce que je vais gagner beaucoup d'argent. Maintenant, il y a de l'argent. Maintenant, on peut en vivre. Mais ça reste quand même... il n'y en a pas beaucoup qui en vivent encore. Comme dans tous les sports pros, finalement. C'est une élite. Donc, il faut le cadrer, mais je ne sais pas si c'est à la Fédé de faire ça. C'est aux organisateurs de dire « Attends, je ne vais pas te donner 15 000 balles parce que c'est ton deuxième combat. » Bien sûr. Tu vas passer par... Mais ça, est-ce que à cette époque, maintenant, on ne peut plus l'entendre? Le jeune, il va dire « Non, moi, je prends ça ou je ne combats pas. » D'accord. Alors,
Aujourd'hui, il y a quand même un encadrement fédéral qui fait qu'il faut un certain nombre de combats amateurs pour passer professionnel. D'accord. C'est important de le souligner. Voilà, et même les licences professionnelles, si par exemple il n'y a pas de passif amateur, il y a une vérification technique et il y a une validation technique qui est nécessaire pour évoluer en professionnel. En fait, on ne peut pas aujourd'hui arriver à la fédération, taper à la porte et dire bonjour, je veux une licence pro parce que je suis sur telle ou telle organisation. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut passer par la Fédé pour avoir sa licence pro, bien sûr, quel que soit l'organisateur. Toutes les licences, oui, ça c'est géré par la fédération. Important. Willy, comment vous vivez ça, vous? Est-ce que vous avez des petits jeunes maintenant qui commencent à vous dire Willy, t'es bien gentil, mais maintenant c'est temps ou je combat pas? Pour être un peu direct. Ben, si, il y en a. Après, voilà, nous, on essaie aussi de mettre le curseur. On peut dire, bon, tu vas toucher moins, mais par contre, tu auras plus de récurrence en termes de combat et tu auras aussi une médiatisation qui sera focus sur toi. Donc, je pense qu'il y a une discussion qui est faite avec l'organisation, avec les fighters, et il faut trouver juste cette cohérence. Et en tout cas, ça se fait bien. Alors, Julien, qui m'a aidé à préparer cette émission, qui est le spécialiste européen, mondial, cosmique du MMA, me dit que ça s'appelle les contrats multi-fight. Vous assurez aux combattants plusieurs combats dans l'année. En quelque sorte, un moyen de vivre. C'est ça, oui. On a un rooster, comme toutes les organisations. Donc, on a des combattants qui sont engagés en multi-fight chez nous. Souvent, c'est en exclusivité. Mais moi, par exemple, nous, on a la particularité, par exemple, d'avoir des contrats souples avec les grosses organisations comme le PFL. Du coup, on a eu des combattants là qui ont combattu ce week-end au PFL. Et la particularité, c'est que ces combattants, ils vont revenir au combat de chez nous. C'est pareil pour le KSW. On a un combattant qui va combattre ce week-end au KSW, à Mouri ou à Kozabo. Ensuite, il va revenir combattre chez nous. Et en fait, on a des multi-fights chez nous, au KS, chez nous, au PFL. Et c'est ça, en fait, oui, c'est un rooster que l'on crée. Et c'est grâce à son rooster, c'est grâce aussi à son rooster de fighters qu'on peut évaluer la plus-value de l'organisation aussi. KSW, vous me donnez les précisions, organisation européenne, qui a une énorme importance aujourd'hui. Pour moi, c'est l'organisation, je la mets en termes d'entertainment, de spectacle, je la mets numéro 1, devant l'UFC. Devant l'UFC. Après, en termes de combat, bon, après, ça compte beaucoup pour le public, la qualité de l'organisation, d'arriver à avoir une expérience, comme on dit, spectateur. Exactement, et eux, ils ont tout compris, parce qu'ils amènent vraiment, c'est un show. C'est-à-dire qu'on est assis au KSW, c'est un spectacle. Ça va de l'entrée des combattants, aux speakers, aux animations, à la lumière, c'est extraordinaire ce qu'ils font, vraiment. Et il y a certains galas même français qui commencent à se dire il faut passer par là. Parce que maintenant, le spectateur, qu'est-ce qu'il veut? Oui, il veut voir deux combattants. Mais il y a tout ce qui va avec. Ouais. Il y a le merchandising, il y a la com, et tout ça, c'est incroyable. Même les pesées maintenant, parce qu'il y a des pesées médiatiques. Là, le KSW l'a fait dans un centre commercial, ça sera à la Défense. Ce week-end, moi, j'ai fait une pesée dans un centre commercial. D'accord. Parce qu'ils s'y mettent aussi, ils se disent, eh oui, on va toucher le plus grand nombre. C'est un peu l'évolution par rapport à la boxe, parce que par rapport à la boxe, j'ai eu l'occasion d'assister au plus grand combat, vous étiez sous une tente à Atlantic City ou je sais plus, en Arizona, et c'était retransmis dans le monde entier, mais en fait, vous aviez deux boxeurs qui arrivaient avec leur peignoir, tout le monde était bien content. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Oui, le MMA a aussi cette particularité d'osciller entre justement le volet sportif et le volet spectacle. Donc, c'est un curseur très très fin à faire progresser. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Sébastien, c'est que en fait, on choisit aussi l'organisation en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus sur le volet sportif et qui vont apprécier ce que décrivait Willy, le roster, c'est-à-dire l'ensemble des combattants qui font partie de la ligue. Et les gens vont se dire, bah moi j'aime bien cette composition-là. D'autres vont plus chercher le côté spectacle. Et finalement, on a autant de ligues que d'aspects de la manière dont on veut percevoir le MMA. Sébastien, vous êtes speaker. Oui. Comment on impose son style? À l'époque, l'Américain, il avait son micro qui arrivait du ciel. C'était magnifique. Et après, vous aviez, en France, on a eu quelques speakers assez connus. Quelle est la particularité du speaker de MMA? Il faut installer une... Ouais, alors déjà, il faut... Déjà, il faut un peu avoir la voix de Jean-Philippe Lustig, ce qui est quand même drôle.
Alors Jean-Philippe, maintenant, elle est beaucoup plus cassée. Ouais. Mais vous avez quand même la même tonalité de voix et je trouve ça formidable parce que c'est les les voix doivent être reconnaissables. Je suis bien placé pour le savoir. Avant d'avoir une voix de stentor, il y a des voix qui se reconnaissent et d'autres qui ne se reconnaissent pas. Vous avez une voix qui se reconnaît. C'est ce qu'on me dit. Maintenant, voilà, on sait que... moi, en fait, c'est le secret. Il n'y a pas vraiment de secret. Moi, je suis là pour mettre en lumière les combattants. Donc, je vais tout faire pour que le spectateur soit magnifique. Regardez-moi ça comme il est élégant en plus. C'était chez Willy. Si je me trompe pas, Willy, c'était chez toi, ça? Avec le costard blanc comme ça. Au coffre. C'était quoi, ça? Celui-là, non, parce qu'il y a des tables, moi je mets pas de table. Alors ça, mais la veste, je l'avais mis chez Willy. Enfin bref. Énorme. Mais j'aimerais tellement de son. Et en fait, vraiment pour moi, c'est les 2 stars de la soirée sont là, sont chacun dans leur coin. Je dois tout faire pour les mettre en lumière. Donc je vais pas me forcer, je vais prendre du plaisir et je vais m'amuser. Maintenant, je rajoute quelque chose un petit peu, je fais des entrées. Je rentre, je suis habillé avec, là, ce week-end, j'avais un manteau de fourrure bordeaux, un chapeau, une canne. Je rentre sur de la musique. Je parlais tout à l'heure d'entertainment. Il faut donner le ton de la soirée. Les gens, vous êtes venus voir un spectacle. Un spectacle un peu particulier parce que c'est 2 gens qui vont se taper. Mais on va quand même mettre un petit peu de bonne humeur là-dedans. Je rentre comme ça, les gens sont contents, ça applaudit, ça chante un petit peu et après on lance le spectacle avec tout l'entrain que je peux y mettre. Et ça fait maintenant, j'ai commencé mon premier speak, c'était en 2003. Et donc maintenant, je continue, on m'appelle, je m'éclate et puis je suis reconnu dans le milieu. Et être reconnu par ses pairs, c'est génial. Et maintenant, les combattants, moi voilà, Lionel, je l'ai spiqué. Maintenant, il est à la Fédé. Moi, j'ai vu son évolution. Et c'est génial de se dire, on était là au début. Et on est encore là. Ça veut dire qu'on y croit, en fait. Bien sûr. Sinon, on serait parti autre part. Alors, parlons de l'avenir maintenant. D'abord, est-ce qu'on peut... Qui vit décemment du MMA aujourd'hui, à part le speaker? Oh, Willy, avec son organisation, il s'est acheté 3 Ferrari, il a une maison... Il est en Martinique, là. Qui en vit? Le speaker. J'en vis. La Fédé, Lionel en vit. Willy en tant qu'organisateur. Les combattants. Les combattants, c'est un peu plus dur. Il y en a, la majorité ont des métiers. Ils ont des métiers. Parce que, on voit Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, ils sont à l'UFC, ils ont des contrats énormes à 6 chiffres. Donc là, d'accord. Mais des combattants français qui font des combats le week-end, qui vont toucher 3 000, 4 000 euros, s'ils font 3 combats dans l'année, ça suffit pas. Ouais. Ça suffit pas. Et c'est la majorité des combattants en France. Alors après, moi je vis pas du MMA parce que moi je suis fonctionnaire. Je suis un agent de l'État, mais par contre, le MMA va avoir la reconnaissance sportive de haut niveau. Et cette reconnaissance-là, elle est très importante dans la structuration du sport, puisqu'elle permet de mettre en place notamment ce qu'on appelle des CIP, des conventions d'insertion professionnelle, où on peut avoir donc des athlètes qui peuvent déjà avoir le double projet, c'est-à-dire un projet sportif et un projet de formation. Et avec les CIP, certains peuvent avoir des aménagements horaires où d'autres y travaillent et ils ont aussi l'opportunité de pouvoir s'entraîner. Les contrats d'insertion professionnelle. C'est ça. Il y avait eu une magnifique idée du ministère des Sports, c'était Thierry Braillard à l'époque, qui avait fait justement ces conventions avec les athlètes et les entreprises. Les entreprises qui disaient, moi je ne pourrais jamais sponsoriser. Et puis finalement, il avait monté le truc, 5 000 balles, 10 000 balles, 20 000 balles pour aider. Mais il y avait un objectif olympique. Est-ce que c'est pas ce qui manque justement? Parce qu'une entreprise qui va se dire, tiens, je vais aider un combattant parce que j'aime ses valeurs, j'aime ce sport, il n'y a pas ce Graal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'aide olympique, elle est évidente. Après, on suit son combattant aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, ce que les entreprises veulent, ce que les partenaires veulent, c'est avant tout de la visibilité. Et aussi, comme le disait Willy, c'est aussi une histoire, un storytelling, comment il est arrivé là et jusqu'où il va aller. Donc on le voit bien, le fait qu'il y ait de la visibilité, donc ça, c'est quand même un facteur important, je pense, pour les entreprises. Alors, les médias, on va terminer par là, parce que tout passe par là, évidemment. Le sport en France a toujours été passionné par cette discipline, mais aujourd'hui, on va dire que c'est RMC qui est en fer de lance. Canal est là aussi, diffuse des événements à Arès. On a, je crois, comment s'appelle la chaîne du foot là, qui arrive, qui en diffuse un peu DAZN. Aussi. DAZN. Ouais. Voilà. Est-ce qu'ils font le boulot, les médias? Alors oui, ils font le boulot parce que RMC fait du très bon travail. Sport en France fait un très bon boulot. Hein. Ils ont diffusé pas mal de MMA et une compétition qui s'appelait le Combatté Global aussi. C'est une compétition américaine. Le boulot est fait. Après, l'idée, c'est de se dire,
Alors, Sport en France, c'est une chaîne publique. Mais il faudrait peut-être un peu plus de chaînes publiques, parce que là, il faut quand même payer RMC. Alors Sport en France, c'est une chaîne, on va dire, privée-publique. Oui, privée-publique, mais c'est diffusé en clair. Comité olympique, voilà, comité olympique. Et donc, il faut quand même le préciser, c'est pas une vraie chaîne publique, oui, mais chaîne gratuite. Gratuite, c'est ce que je voulais dire, gratuite, pas publique, pas pardon. France Télé. Mais en tout cas, ils font le boulot parce qu'ils proposent justement des événements comme l'AEC, comme les autres organisations françaises, le COF, l'Hexagone. C'est diffusé, donc les gens peuvent voir du MMA. Maintenant, est-ce qu'un jour... Et puis, non, il y a M6 qui a diffusé, qui a fait cette émission là, de la MMA Academy. Ça aussi, M6+, mais c'est un grand pas. Bien sûr. C'est énorme, parce que, comme ça, en clair, sur une chaîne également gratuite, il y a eu, apparemment, ça a bien marché. C'est la Starac du MMA, en quelque sorte. Et moi, je dois avouer que j'ai eu peur. Il faut humaniser, il faut raconter des Exactement. histoires. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, est-on capable de le faire sans... Ouais. Et ça très agréablement surpris. Ouais. Très agréablement surpris. Le choix des combattants était très bien, des coachs étaient très bien, des présentateurs étaient très bien. Et ce qui fait que ça a donné une très bonne image. Et ça, c'est un plus. Alors, on va terminer cette émission. On va d'abord remercier Willy, qui était avec nous et qui nous a bien expliqué son rôle d'organisateur. Moi, j'aimerais terminer avec vous, messieurs, sur tous les sports qui ont vraiment explosé ont eu une locomotive. Vous avez des champions, vous avez des beaux champions. Est-ce qu'il manque Zidane? Est-ce qu'il manque le champion Teddy Riner, qui va être invité sur tous les plateaux de télé, etc. Bon, on les a eus. On a eu Cyril Gane, on a eu Francis Ngannou, on a Manon Fiorot. Il y en aura d'autres. Il y a Benoît Saint-Denis aussi, que j'aime beaucoup. Il y en a. Il y a des fers de lance qui font que, voilà, ça dépasse quand même pas beaucoup les 2000, 5000, 10 000 personnes dont vous parliez. Non. Moi, je voudrais quelqu'un qui se balade sur les Champs-Élysées et qui puisse pas avancer, quoi. Ah, mais espérons. Ça, Est-ce que vous sentez venir le truc? Est-ce que... Après, il faut savoir que justement, on parlait des médias, il y a quand même des textes de l'ARCOM qui encadrent la diffusion, et donc c'est quand même interdit aux moins de 16, et du coup, forcément, on a une diffusion qui est tardive sur l'activité. Donc en fait, c'est pas une activité qu'on peut voir à 14h ou au JT, on peut pas voir d'images de combat. Ah ouais. Donc ça explique aussi l'inertie du... Mais je trouve que, comme on le disait, on a quand même des 4x3 de Cyril Gane, on a quand même un Benoît Saint-Denis qui est bien identifié, on a quand même un Morgan Charrer aussi qui fait des campagnes pour Célio, qui est quand même une ligne de vêtements comme ça, grand public. Donc on y arrive, et comme je le disais, on n'est qu'à la 5e année. Donc il faut aussi se laisser le temps. Donc on reste optimiste? Ah oui. En tout cas, vous avez la patate, vous avez le sourire, tout se passe bien. Et puis vous me conseillerez, vous me direz la première soirée à laquelle il faut que j'assiste pour découvrir un peu tout ça de plus près. Hein. Ah ben là, faites les organisations françaises. D'accord. Vraiment, Allez. parce qu'elles méritent une grosse visibilité, toutes les orgas françaises, et on n'a rien à envier aux étrangers. Vraiment. Oui, les grosses structures de l'UFC, du KSW, mais en France, ils savent faire le boulot. Vraiment. Merci messieurs, vous êtes des bons ambassadeurs en tout cas de votre discipline. Merci à Julien encore de m'avoir aidé à préparer cette émission, j'avais bien besoin de lui. Et merci à tous ceux qui ont participé, du maquillage à la réalisation, au son. Tout le monde, merci et à très bientôt pour une autre grande question. Merci.